Mali aura bientôt sa raffinerie d'or. La première pierre de l'infrastructure a été posée aujourd'hui par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Un projet réalisé avec une participation majoritaire de l'État malien à hauteur de 62% du capital social. Vous en saurez plus dans ce journal. Il sera question du procès de l'avion présidentiel et des équipements militaires dans cette édition. Les avocats de la défense ont soulevé ce lundi l'exception d'incompétence de la Cour d'assises à juger cette affaire. Pour marquer la célébration de la journée de l'enfant africain, les ONG de défense des droits des enfants ont lancé une compétition pour l'adoption d'une loi protégeant les enfants victimes de l'esclavage par ascendance. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations sur la télé, totalement votre renouveau télé. Les initiatives de faire briller l'or du Mali pour les Maliens sont en cours. Après l'augmentation de la part de l'État malien dans les mines, les autorités maliennes viennent de lancer la construction de la société de raffinerie d'or du Mali, Soroma SA. La première pierre de ce chantier qui marque un tournoi historique dans la transformation locale de l'or a été posée ce lundi 16 juin 2025 dans l'arrondissement 6 du district de Bamako par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Un projet réalisé en partenariat avec la société russe Yadran avec une participation majoritaire de l'État malien à hauteur de 62% du capital social. Les détails avec Amadou Diarra, Zakaria Oumar Keïta. Bientôt, l'or malien sera raffiné sur place. Après l'inauguration du projet de lithium de Goulamina dans la région de Bougouni, le président de la transition, le général Assimi Goïta, a posé ce lundi 16 juin 2025 la première pierre de la future raffinerie nationale d'or, implantée sur 5 hectares à Sénou, dans l'arrondissement 6 du district de Bamako. Cette infrastructure figure parmi les plus grands projets industriels d'Afrique subsaharienne. Elle aura une capacité de traitement annuel de 200 tonnes de matières premières par an. Ce projet d'usine d'affinage est le premier résultat concret de notre dialogue d'investissement. Yadran y investit non seulement des ressources financières, mais aussi des technologies de pointe, garantissant une qualité élevée et le respect des normes environnementales. Il s'agit d'un exemple de partenariat stratégique réussi, renforçant les liens bilatéraux et contribuant à la prospérité de nos deux nations. Avec cette raffinerie, l'or du Mali bénéficiera d'une valorisation locale au profit direct des Maliens. Ce projet d'envergure permettra non seulement de créer des emplois, mais aussi de renforcer le contrôle de l'État sur l'ensemble de la chaîne d'exploitation minière. Cette usine est donc destinée à recevoir l'ensemble de la production nationale pour le traitement du doré avant l'exportation. C'est dire les enjeux liés à ce projet. Ces enjeux justifient amplement que la raffinerie d'or du Mali soit pensée dès sa conceptualisation pour être au même niveau d'exigence que les raffineries internationales. Avec la société Yadran et Swiss Investment Company, nous entendons doter notre pays d'une usine moderne, fonctionnelle, avec les technologies de pointe les plus récentes. Ce partenariat s'étendra au-delà de la construction de l'usine sur les 5 hectares ici à Sénou, à la maintenance des équipements, au renforcement des capacités des cadres maliens durant quelques années et à un accompagnement pour les différentes certifications de l'usine. La fin des travaux est prévue pour décembre 2026. La société russe Yadran, chargée de sa réalisation, a assuré qu'elle respectera ces délais. Et juste après la cérémonie, suivons à présent quelques réactions recueillies par nos reporters. Moi, je pense que si le Mali a eu aujourd'hui l'occasion d'avoir cette pause de prière par le président de la transition, je pense que c'est une très bonne chose et une fierté pour tous les Maliens. Moi, quand même, personnellement, je suis très fier. Ça va lutter non seulement contre le chômage, et ça va encore refouler l'économie malienne, et qui est surtout côté des taxes au niveau des impôts. Ça c'est forcé, nous devons être prioritaires et nous ne devons pas être prioritaires, nous sommes prioritaires
par rapport à tout ce qui va se passer ici sur ce terrain. Et tant à la réalisation, tant au finish et tant au développement qui va venir dans les jours à venir, je crois que nous sommes prioritaires, nous devons être prioritaires. Et nous souhaitons vraiment l'engagement de toute la jeunesse malienne à savoir, à comprendre, à s'attacher vraiment à ce secteur qui est très très porteur, dont nous savons que les grandes nations, ils ne vivent que de nous, nos ressources, mais pourquoi pas nous-mêmes? Nous osons croire que ça viendra. Je vous remercie. Éducation, les autorités administratives et scolaires de Kalabankoro ont procédé ce matin au lancement officiel des épreuves écrites du brevet de technicien 1 et 2 session de juin 2025. Ils sont au total 3438 candidats à concourir pour le parchemin de BT1 et 1058 pour le BT2. C'était au Centre de formation technique de Kalabankoro, CFTK. Le compte-rendu est signé Adam Tangara, Mantala Ouattara. Cette ouverture d'enveloppe marque le début des épreuves écrites du brevet de technicien 1 et 2, session de juin 2025 au Centre de formation technique de Kalabankoro CFTK dans l'Académie d'enseignement de Kalabankoro. Pour les autorités présentes, ce démarrage se fait dans les conditions normales et dans la plus grande sérénité. Nous sommes ici au CFTK pour l'ouverture de la première enveloppe de l'examen BT, BT1 et BT2 réunis. Donc nous avons constaté que tout a été mis en ordre et le bon déroulement a déjà commencé. Premièrement, on a souhaité un bon courage aux candidats. Et vraiment, l'état des lieux, comme vous constatez, tout est calme et tout a bien commencé ici au CFTK. Ça débute bien. Depuis hier à la réunion préparatoire, tous les surveillants ont répondu à l'appel. Donc, on les a lu, le règlement et la police de surveillance. Et ce matin aussi, à 7 h déjà, ils étaient tous présents, ainsi que les candidats. Et vous avez vu, ça débute bien. Les candidats sont en salle. Et c'est la tranquillité. Ce matin, nous sommes au centre de formation technique de Kalabankoro et nous avons constaté à notre arrivée que toutes les dispositions sont prises et en matière sécuritaire et par rapport à l'organisation technique aussi, donc toutes les dispositions sont prises. Pour un Mali nouveau, les autorités administratives et scolaires ont conseillé aux candidats de ne compter que sur eux-mêmes et de faire des examens sans fraude. Nous avons souhaité aussi une bonne chance aux candidats et leur demander de compter sur leur propre effort. Et nous leur avons demandé aussi d'éviter les cas de fraude parce que ça ne nous amène nulle part. Et le Malikoura, c'est à travers ces enfants-là qui est notre espoir. L'examen, ce n'est pas sorcier, on les a dit. Il ne faut pas qu'ils soient frustrés ou avoir peur. C'est le Mali qui demande cela, ce Malikoura-là. Nous voulons que les enfants travaillent à la sueur de leur front. Que les enfants nous donnent un résultat sans fraude. Sans fraude. Donc les parents en ce moment seront fiers. Rien ne vaut le travail individuel parce que chacun doit compter sur lui-même, sur son propre effort pour que les Malikoura puissent vraiment évoluer. Parce que la tricherie ne sert à rien, puisque dans le domaine de technicité, quand vous trichez, par exemple, quelqu'un qui doit construire un bâtiment, quand il a triché à avoir son diplôme, généralement, si le bâtiment tombe sur quelqu'un, vous voyez que ça fait un problème. Donc c'est pourquoi j'ai dit aux candidats que chacun doit être individualiste. Rappelons que le diplôme du brevet de technicien équivaut à celui du baccalauréat sur le plan professionnel. Il permet la qualification technique dans un domaine précis. Quelques semaines après la reprise du procès de l'avion présidentiel et des équipements militaires, les avocats de la défense ont soulevé l'exception d'incompétence de la cour d'assises à juger cette affaire. Youssouf Koulibaly.
L'issue du procès de l'avion présidentiel et des équipements militaires impliquant des anciens ministres et des officiers supérieurs risque d'être compromise par une exception d'incompétence de la cour d'assises soulevée par les avocats de la défense. Selon les avocats de la défense, des personnes suspectées de détournement des fonds publics, des violations des procédures de passation des marchés publics et des manques de diligence dans la gestion des fonds alloués pour les besoins de l'État, le nouveau code de procédure pénale du Mali, en vigueur depuis le 13 juin 2025, a purement et simplement supprimé la cour d'assises, transférant ses compétences aux chambres criminelles des tribunaux de grande instance. Et après les échanges avec les parquets, la cour s'est retirée pour étudier cette exception. À son retour, elle a promis de rendre sa décision à demain mardi 17 juin 2025. En tout cas, cette manœuvre juridique soulève de sérieuses questions sur la légalité de la procédure en cours. À l'occasion de la journée de l'enfant africain, les associations TEMED et WILDAF Mali, en partenariat avec Avocats sans frontières Canada, attirent l'attention de l'opinion publique et interpellent les autorités nationales sur la situation tragique des enfants victimes de l'esclavage par ascendance au Mali. L'événement a eu lieu ce lundi 16 juin 2025 à la Maison de la Presse lors d'une conférence de presse axée sur les impacts dévastateurs de l'esclavage par ascendance sur les enfants maliens. Ces organisations de la société civile ont lancé cette occasion une pétition pour une loi protégeant ces enfants victimes de cette pratique. Lolma Dibaté, Al-Husseini Diallo. Actuellement, environ 2000 personnes vivent encore sous le contrôle direct des maîtres, parmi lesquels des enfants. La région de Caille est reconnue comme l'épicentre de cette pratique avec 99% des cas identifiés. De nombreux enfants sont exposés à de graves violations de leurs droits fondamentaux. À ce jour, plusieurs organisations ont documenté des cas concrets d'enfants enlevés, séquestrés et réduits en esclavage sans qu'aucune action significative ne soit entreprise pour assurer leur libération. Nous nous réunissons aujourd'hui pour briser le silence autour d'un phénomène aussi grave que méconnu. L'enlèvement, la séquestration et l'asservissement d'enfants issus de familles victimes d'esclavage par ascendance. Au Mali, cette pratique persiste notamment dans les régions de Tombouctou, Gao, Mopti et surtout Caille. Malgré son interdiction légale, elle repose sur une hiérarchie sociale traditionnelle qui prive les victimes de leurs droits fondamentaux et les expose à l'exclusion, à l'exploitation, voire à la violence. Aujourd'hui, WILDAF tient à rappeler que la situation des enfants victimes d'esclavage par ascendance ne peut plus attendre. Nous avons identifié, documenté des cas concrets d'enfants enlevés, séquestrés, réduits en esclavage. Face à l'augmentation des cas d'enfants victimes de l'esclavage par ascendance, une pétition a été lancée par les ONG de défense des droits des enfants pour soutenir le plaidoyer à faveur d'une législation protégeant ces victimes. Une pétition a été mise en ligne sur change.org pour demander l'adoption d'une loi spécifique contre l'esclavage par ascendance au Mali. Nous appelons toute personne solidaire de cette cause à signer et à la partager massivement. La mise en place immédiate d'enquêtes et d'opérations policières coordonnées afin d'identifier les lieux de détention et de procéder à la libération des enfants actuellement enlevés et retenus contre leur gré. De construire la question de l'esclavage dans un pays où la pratique est véritablement ancrée. Selon les organisations de défense des enfants, entre 2017 et 2020, plus de 100 plaintes ont été déposées, mais une grande majorité des victimes expriment leur insatisfaction quant à la réponse judiciaire.
Du 16 au 20 juin 2025, Bamako abrite 2 séminaires dédiés à l'assurance vie et non-vie en marge de la 43e Assemblée générale ordinaire de la Compagnie commune de réassurance des États membres de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance. Ces séminaires mettent l'accent sur la gestion des risques liés aux violences politiques et au terrorisme dans le secteur de l'assurance. Le lancement des travaux de cette Assemblée générale qui a réuni des participants venus de plusieurs pays a eu lieu ce lundi 16 juin 2025 dans un hôtel de la place. C'est ce que nous dit Keita Gabriel. La CICARE, conformément à ses engagements dans le domaine d'assurance et de réassurance, a développé une politique d'assistance proactive, mettant particulièrement l'accent sur la formation des partenaires, d'où la tenue de 2 séminaires sur le thème pratique de la réassurance vie et couverture des violences politiques et du terrorisme, gestion des sessions légales. En mettant l'accent sur le volet pratique de la formation, il permettra aux participants d'acquérir des outils concrets pour mieux structurer la gestion de leur programme de réassurance et de gérer plus efficacement les risques associés. En ce qui concerne le séminaire non-vie, la couverture des risques de violence politique et terrorisme représente une problématique majeure d'actualité. Ces 2 séminaires très importants s'inscrivent donc pleinement dans la mission de la CICARE qui est d'accompagner ses partenaires dans la montée en compétences, l'innovation et le professionnalisme du secteur. Le choix de ce thème n'est pas un hasard pour les organisateurs. Il souligne l'importance croissante de la gestion des risques liés aux violences politiques et au terrorisme dans le secteur de l'assurance. Monsieur le directeur général, les thèmes retenus pour les séminaires non-vie, à savoir couverture des violences politiques et terrorisme, gestion des sessions légales au premier franc et facultatives est suffisamment évocateur, d'où la nécessité de promouvoir de telles initiatives à l'image de ces séminaires pour comprendre non seulement les risques liés aux violences engendrées par le terrorisme, mais aussi de maîtriser les conditions d'assurance de ces risques en vue de proposer des couvertures d'assurance adaptées aux besoins des assurés. En ma qualité d'autorité de tutelle, je me réjouis du nombre d'inscrits à ces séminaires, ce qui témoigne de la pertinence des thèmes choisis par les organisateurs pour animer cette rencontre internationale des assureurs et des réassureurs. Durant ces séminaires, les participants auront ainsi l'opportunité d'échanger les expériences et d'acquérir des compétences essentielles pour s'adapter à ce contexte complexe. Le poste de contrôle de Pelengana sur la route de Bla a été la cible d'une attaque terroriste hier soir aux environs de 21h. Des hommes armés non identifiés ont ouvert le feu sur les agents de garde au niveau du poste de contrôle de Pelengana à quelques kilomètres de la ville de Ségou. Les forces armées et de sécurité, toujours sur l'air garde et prêts à réagir, ont riposté vigoureusement en faisant fuir les malfaiteurs. Selon des sources concordantes, au moins 6 motos et un véhicule ont servi dans cette attaque terroriste qui a fait 4 blessés, dont 2 policiers et 2 civils. Après son cri de cœur lancé aux bonnes volontés dans l'émission Renouveau Matin pour l'aider à payer le reste de son loyer qui s'élevait à 300 000 francs CFA, Bintou Diko a reçu 400 000 francs CFA de la part d'une bonne volonté. Elle a reçu la somme ce lundi 16 juin 2025 dans les locaux du groupe Renouveau des mains du directeur délégué de Renouveau TV, Issa Kaba Sidibé. Le compte-rendu est signé à Lamako Diabaté, Zakaria Oumar Keita. Remis par le directeur délégué de Renouveau TV, qui est aussi l'un des chroniqueurs dans l'émission Renouveau Matin,
Les 400 000 francs CFA, dont des Maliens vivant en Chine, vont aider Bintou Diko à surmonter cette pente difficile de sa vie. C'est d'ailleurs l'un des objectifs phares de l'émission Renouveau Matin à travers la rubrique Président Kabataki. C'est l'objectif recherché à travers cette rubrique. Notre objectif, c'est vraiment de créer une chaîne de solidarité entre les Maliens, ceux qui ont des difficultés, pour qu'ils puissent vraiment être aidés par d'autres Maliens. Et c'est ce qui vient de se passer. Et nous espérons que d'autres Maliens vont aider d'autres Maliens dans la difficulté. C'est comme ça qu'on va s'en sortir dans la solidarité. Face à ce geste de solidarité, la bénéficiaire s'est contentée de faire des bénédictions aux généreux donateurs et à Groupe Renouveau. C'est très difficile pour moi d'exprimer ce que je ressens actuellement. Seul Dieu peut lui rendre ça, car on ne se connaît même pas. Mais il a quand même eu pitié de moi. Tout ça grâce à votre émission. Tout ce que je peux faire là où je suis, c'est de prier pour le donateur, mais également pour vous. Ce qu'il vient de me donner comme denrée alimentaire, je n'ai même pas ça chez moi. Donc, je ne cesserai jamais de le remercier. Merci à lui. À noter que les 100 000 francs supplémentaires sont destinés à l'achat de denrées de première nécessité pour les besoins de la famille de Bintou Diko. Orange Music Talent, le bouquet final à Bamako. Après plus d'un mois de tournée dans les différentes régions du Mali, la caravane Orange Music Talent s'est achevée le samedi dernier à Bamako avec un show inédit. Les 9 lauréats formés et coachés par des grands noms de la musique malienne ont offert un concert exceptionnel à la place du cinquantenaire. Omar Kouita, Ibrahim Dao, compte rendu. Après l'étape de Kati, Ségou, Kai et Sikasso, c'était au tour du public bamakois de découvrir l'immense talent de nos 9 lauréats d'Orange Music Talent. Ce show marque la fin de la première édition de la caravane Orange Music Talent. Après leurs prestations, les jeunes talents ont exprimé leur reconnaissance à Orange Mali pour cette belle initiative. Merci Orange pour cette belle initiative. Un tel projet est à féliciter. Et vraiment, j'espère que ça sera une continuité. J'ai un très bon sentiment et ça s'est bien passé sur la scène. Les choses se sont vraiment bien passées et les messages qu'on voulait donner au public, on a bien donné ces messages. Dieu merci. Un merci à Orange, un merci au public. Le public qui nous a soutenus depuis le début. Donc c'est vraiment un merci à Orange et à tout le Mali. Mais c'est qu'au fort. La performance des lauréats a ébloui les spectateurs. Les responsables du projet Orange Music Talent ne peuvent qu'être heureux. C'est avec une grande fierté ce soir, une grande joie que nous avons pu admirer les 9 talents issus des différentes régions du Mali. Ça fait plusieurs mois que nous avons commencé ce grand projet culturel à Orange Mali. Et aujourd'hui, ce soir, après avoir fait le tour des différentes régions, Kati, Koulikoro, Ségou, Sigasso, Kai, c'est la grande finale ce soir à Bamako. Et c'était avec un réel plaisir que nous avons écouté l'hymne qu'ils ont composé, Ango Mali, suivi de prestations de chacun des artistes. On est content parce que vu le niveau
c'est le niveau aussi, quand on a vu le dossier du Mali, c'était un dossier de très grande qualité, avec beaucoup d'ambition. Donc on est très content de voir que les ambitions qu'ils avaient souhaitées ont été réalisées et on est très content de voir le niveau, la qualité en fait du niveau des artistes, des talents et donc vraiment c'est un sentiment de grande fierté et de grande satisfaction qu'Orange ait pu accompagner ces jeunes-là à extravertir en tout cas leur talent et à les exprimer. À côté des talents, plusieurs autres artistes de renommée nationale ont pris part à ces shows. Pour eux, cette initiative doit être pérenne. On est honoré de passer sur la scène et d'encourager mes petits frères, mes collègues à travailler, à bosser, à charbonner nuit et jour. Vraiment. Tout ce qui fait avancer la musique malienne en particulier et africaine en général doit être soutenu. Parce que la culture est l'identité d'un pays. Elle développe et fait connaître le pays. Donc, je remercie Orange Mali pour cette initiative. Tout au long de la soirée, Orange Mali et les artistes ont rendu hommage à Laure Makaveli, arraché à notre affection le mercredi dernier. Aussi, des trophées et des attestations ont été remis aux lauréats d'Orange Music Talent, aux musiciens, ainsi qu'aux encadreurs des talents. C'est donc tout pour cette première grande édition d'information de la toute nouvelle semaine sur la télé, totalement votre renouveau télé. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Excellent début de semaine à tous. À très bientôt.